Dossier neurodiversité, terrain d'enquête numéro 6, un échappatoire à la réalité. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Tom, Maë, Plume et Nanon, les voix méconnues. Vous écoutez Audiotypie, une enquête sur la place de la neurodiversité dans la société. Très souvent, l'imaginaire est un refuge pour les personnes neuroatypiques. Nous pointons aujourd'hui notre loupe sur le terrain du jeu vidéo et du jeu de rôle. Ces deux disciplines connaissent un essor fulgurant depuis de nombreuses années. Des études récentes ont montré les bienfaits qu'ils pouvaient avoir sur les fonctions cognitives et les différents fonctionnements neurologiques. Nous commençons avec le témoignage de Benjamin, un ancien jeune de Ludosens qui écrivait des articles pour le blog lors de sa mission. Nous allons parler de la place du jeu vidéo dans nos vies, de l'inclusivité présente ou non, et de l'accessibilité aux jeux de rôle pour les personnes neuroatypiques. Donc bonjour Benjamin, Bonjour. moi c'est Nanon. Et moi c'est Plume. Et aujourd'hui on va faire un entretien avec vous sur les jeux vidéo et les jeux de rôle. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous voulez qu'on vous voie ou qu'on vous tutoie ? Les deux me vont. Ok, super. Il y a moyen que j'intervertisse, donc c'est super bien. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, je suis passé à Ludosens en 2019 pour un service civique comme vous. Et justement, à la base, on avait démarré un projet de jeu vidéo que j'ai un peu, j'ai pas quitté, mais j'ai préféré être plus à côté parce que bon, il y avait un garçon qui avait ses idées et qui était très très rigide et bon, j'ai senti que ça allait être un peu compliqué avec lui. Mais après, j'ai trouvé d'autres choses à faire très bien aussi, comme écrire des articles sur le blog et participer autrement à la vie de Ludosens. D'accord. Et du coup, par rapport à ce projet, vous n'avez pas vraiment pu beaucoup participer finalement ? J'ai pas participé vraiment à la création du jeu en lui-même, qui était un visual novel. Donc vous savez peut-être ce que c'est. Non, vous pouvez un peu nous expliquer ? Un visual novel, c'est une espèce de... Si vous voyez ce que c'est un livre dont vous êtes le héros, c'est un peu l'équivalent en jeu vidéo. Donc c'est vraiment comme un roman avec des images, un roman graphique. Et vous avancez, il y a du texte qui défile et vous pouvez être amené à faire des choix aussi qui vont déterminer la suite de l'histoire. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie à l'heure actuelle ? Là, pour l'instant, je n'ai pas d'activité professionnelle, mais j'aimerais travailler dans le monde de la radio, justement. Donc, ok, c'est génial. Du Ouais. coup, petite expérience. Et dernière petite question pour te connaître un peu. Quels sont tes centres d'intérêt et tes passions ? L'informatique, la musique, beaucoup. Je collectionne des disques, CD, mais un peu vinyle aussi. La culture en général. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très curieux de nature. L'astronomie, beaucoup de choses. Mais bon, on va dire que mes gros intérêts spécifiques, ça reste la musique et l'informatique. Et du coup, au niveau de la musique, c'est quel type de musique que vous aimez ? Ça va être de la musique plus ancienne, plus obscure, du jazz, du funk, et beaucoup de musique du monde, Trop cool. de tous les continents, quoi. D'accord. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment tu connais la neurodiversité ? Comment as-tu entendu parler de ça en fait ? C'est justement grâce à Ludosens, parce qu'avant c'était plus dans des films comme Rain Man, donc si vous avez vu ce film, vous connaissez vous devez savoir que c'est un peu obsolète maintenant comme vision de l'autisme, mais avec Ludosens, en fait c'est venu par hasard, c'est-à-dire que mon conseiller mission locale, il commençait à en avoir marre parce qu'il trouvait rien pour moi, et il m'a trouvé ça, mais il se disait bon, t'es pas autiste, mais ça peut être intéressant. Et au final, j'ai appris beaucoup avec Ludosens. On voit aussi mon cheminement quand j'ai écrit les articles de blog. Il y a eu pas mal d'interrogations
Je me disais pas du tout autiste à l'époque et le diagnostic n'est venu qu'il y a quelques mois, il y a 3 mois, environ 3-4 mois, en novembre 2023, où là le psychiatre, c'était mon premier psychiatre compétent parce que j'en avais connu un autre qui était vraiment pas terrible. Et c'est là qu'il a été, enfin il était formel quoi. Hein. Pour lui c'était bien un trouble de l'autisme. D'accord, du coup, votre neuroatypie, donc c'est le TSA. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Par quoi je dois commencer ? Je sais pas, peut-être les premiers questionnements que vous avez pu avoir dans votre vie de tous les jours à l'heure actuelle, enfin un peu tout ça. Dans mon enfance, je savais que j'étais différent des autres. Je savais que ça me demandait beaucoup d'énergie d'aller vers les autres. Je me rendais compte que j'avais aussi une attirance pour des choses plus qu'on dit plus intello quoi, comme l'astronomie justement, comme des trucs un peu plus. Donc je savais bien que j'étais différent et je me disais souvent que j'étais un peu un alien quoi. Mais c'est resté comme ça et au fil du temps, avec notamment ma mère qui me voyait comme un enfant à peu près normal quoi, et qui m'élevait comme tel, et ben au fil du temps, voilà, la vie avançait, mais bon, elle voyait bien que j'étais mou, que je faisais pas grand chose, que je prenais pas beaucoup d'initiatives. Jusqu'à l'âge adulte où au fil du temps, j'ai dû vivre seul dans un appartement quand je suis allé essayer de faire des études à la fac à Bordeaux. Et à ce moment-là, plus les années passaient, plus je me rendais compte que j'arrivais pas à m'occuper de mon logement, qui commençait vraiment à devenir sale, que ça devenait invivable. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai dû revenir chez ma mère. Et voilà, je me suis rendu compte que j'étais pas très autonome. Que je savais pas me débrouiller tout seul, que je cuisinais mal, voilà, et donc forcément au bout d'un moment on peut plus vivre comme ça. Donc c'est là où les choses ont avancé, mais il y a que très récemment quoi. C'est-à-dire que voilà, comme je vous disais, le diagnostic est venu en novembre. Entre-temps, j'ai fait une demande aussi de PCH qui a été acceptée. La MDPH m'a tout accepté en fait, et j'ai encore je culpabilise encore, je me dis mais je dois faire exprès. En plus, il y a des gens dans mon entourage qui sont peu compréhensifs et qui justement me disent la même chose quoi, me disent que je suis feignant, que je suis ci, que je suis ça. Donc, voilà. Du coup, c'est quelque chose qui t'affecte encore Ah oui, toujours. à l'heure actuelle, ouais. Oui. Je suis je suis très sensible aux insultes et aux mots assez méchants qu'on peut me dire. Parfois j'y repense pendant des jours quoi. Je cogite là-dessus pendant des jours, je rumine, voilà, le mot que je cherchais, je rumine beaucoup. Ok, merci. J'ai une petite question juste, t'as parlé de PSCH ou de PCH. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? C'est la prestation de compensation du handicap, donc c'est une aide humaine. Ça peut être pour les personnes avec un handicap moteur, ça peut être une auxiliaire de vie, voilà, qui va faire toutes les tâches quotidiennes que vous ne pouvez pas faire. Mais dans mon cas, c'est un peu différent, c'est-à-dire que moi, ça va être plus l'apprentissage de l'autonomie. Ou en tout cas d'une autonomie partielle. Avec mon accompagnatrice, en fait, elle m'aide à m'organiser. C'est une deuxième tête pour moi. C'est-à-dire qu'elle est là pour me dire, là, tu devrais jeter telles affaires, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et suivant mon niveau de fatigue, on avance comme ça et c'est vrai qu'on a fait des progrès depuis qu'elle est là. Et après, j'ai malheureusement aussi d'autres petits problèmes de santé, comme je fais de l'apnée du sommeil, moi. Donc, pendant la journée, j'ai pas beaucoup d'énergie. Ok, merci. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de quel est ton rapport avec les jeux vidéo ? Les jeux vidéo, forcément, ils sont apparus très très tôt dans ma vie.
Ma première console, la première console dont je me souviens, c'est la Mega Drive. Pour les consoles de salon et pour les consoles portables, c'est la Game Boy Color. Non, même pas la Color, la toute première qui a pas de couleur, celle qui est en noir et blanc. C'est celle-là dont je me souviens en premier. On avait aussi un Mac à l'époque, un vieux Mac, vous savez, les trucs qui ressemblent à des aquariums. Je vois très bien. Bah, c'est ça qu'on avait aussi à une époque, donc il y a eu des jeux d'éveil aussi à ce moment-là. Et puis ça a continué, alors forcément on s'y abrite souvent là-dedans, dans les jeux vidéo, dès qu'on a l'occasion. Et alors c'est un peu moins maintenant, mais je continue un peu à jouer. Ok, merci. Et est-ce que tu connais le jeu de rôle ? Alors très peu, c'est un truc qui m'a souvent intéressé. J'ai récemment fait une expérience dans une association bordelaise que vous connaissez peut-être, qui est Troll Me Tender, où il y a quelques participations gratuites. On peut les tester des parties gratuitement. Je crois il y a trois participations, 2 ou 3 participations gratuites et après il faut s'inscrire. Donc j'ai testé ça pendant une partie de jeu de rôle, c'est assez long, ça peut durer 4-5 heures, quoi. Ça peut être très long, ça peut durer toute la nuit. Mais j'ai bien aimé, mais c'était très très énergivore pour moi. J'ai eu du mal à me concentrer au bout d'un moment, c'était un effort considérable à fournir. Et il faut avoir beaucoup d'imagination aussi. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire, mais peut-être de manière plus adaptée, avec plus de pauses, plus d'adaptation. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu vois pour toi la différence entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, et est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer la différence ? Personnellement, oui, j'ai vu des différences assez importantes. Le jeu vidéo, on peut être vraiment solo. Que le jeu de rôle, alors si, il me semble qu'il y a des jeux de rôle solo qui existent, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Vous pouvez être 4, 5, vous pouvez être quand même pas mal autour d'une table. Et déjà, il faut connaître les gens avec qui vous jouez, je pense. Il faut être à l'aise avec eux. Que là, forcément, je suis arrivé dans une partie sur une table, c'était des inconnus pour moi. Enfin, même le MJ, je connaissais pas du tout, mais j'avais envie de découvrir. Donc je me suis incrusté dans le truc et c'était intéressant parce que il y a des gens de tout âge aussi. Parce que dans ma partie, il y avait des gens plus vieux que moi, je pense qu'ils avaient au moins 15-20 ans de plus que moi. Mais il y avait aussi des jeunes, même plus jeunes que moi. Donc il y a de tous âges. Le jeu de rôle, en plus je crois que ça reste très populaire parmi différentes générations. Parce qu'il y a eu l'âge d'or un peu dans les années 80 avec Donjons et Dragons, tout ça. Et il y a entre guillemets, des vieux qui continuent à y jouer. Et puis il y a des noobs, quoi, des gens qui sont là-dedans aussi, qui découvrent. Mais moi, je suis arrivé sur une partie où c'était des gens quand même assez expérimentés, qui étaient patients, mais on sentait que ils avaient l'habitude. Et du coup, c'est à quel type de jeu vous avez fait ? Parce que vous avez parlé de Donjons et Dragons. Est-ce que c'était ça ? Non, c'était pas ça. Tout. Alors c'était un jeu qui s'appelait Cats, je crois. On faisait des chats qui avaient des pouvoirs télékinétiques, qui avaient des pouvoirs en fait. Et mais donc oui, en fait le jeu vidéo pour toi c'est plus un refuge facile d'accès parce que tu peux y être seul. Ouais, ok. C'est ça. Du coup, moi je voulais vous poser une question pour rebondir un peu sur ça, qui serait si vous avez eu l'impression que le jeu vidéo ou le jeu de rôle ont joué un rôle particulier pour vous dans votre vie. Forcément, ça permet de se mettre dans une bulle facilement. Franchement, il y a des jeux qui ont eu un impact, je pense, sur mon imaginaire, oui. Moi, j'essaye de composer de temps en temps, de faire de la MAO, la musique sur ordinateur. Et il y a des jeux et des musiques de jeux qui m'ont énormément marqué et à laquelle je pense encore quand je fais de la MAO, quoi, que j'essaie de m'inspirer de certaines musiques que j'ai pu entendre et qui m'ont énormément marqué. Alors en plus, j'ai une hypersensibilité à la musique, une hypersensibilité émotionnelle à la musique. Donc oui, il y a des musiques dans le jeu vidéo qui m'ont laissé un souvenir impérissable. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer ?
La musique de Skyrim, compositeur, je crois qu'il s'appelle Jeremy Soule. La musique de Professor Layton dans un autre registre, de la série de Professor Layton sur Nintendo DS. J'aime bien aussi les musiques classiques comme forcément les musiques de Super Mario, tout le monde les connaît, tout le monde les aime, je pense. Voilà, après on peut parler du style de jeu que j'aime aussi. C'était une question que je voulais vous poser. Depuis combien de temps en fait tu joues aux jeux vidéo et du coup quel est ton jeu vidéo préféré et pourquoi ? J'ai commencé très tôt à jouer. Au tout début, c'était les petits point and click sur Mac d'une autre époque, d'un temps ancien. Après, ça a été la Mega Drive, la Game Boy. Ensuite, j'ai eu la Dreamcast, la Nintendo DS. Ensuite, j'ai eu la première Xbox, la Xbox 360. Et maintenant, je joue beaucoup, même quasiment exclusivement sur PC. J'ai eu aussi la Switch à un moment. Mon jeu préféré, c'est toujours compliqué de dire les choses que je préfère. Je vais vous en citer peut-être 3-4. Honnêtement, je pense que la série des Batman Arkham, en particulier Arkham City, sur Xbox 360 et PC. Ensuite, je dirais Skyrim, auquel j'ai beaucoup joué. Après, c'est plus flou. Il y a un jeu que j'aimais énormément. C'était Kerbal Space Program aussi. Forcément, puisque je vous ai parlé d'astronomie tout à l'heure. Kerbal Space Program, en fait, c'est un espèce de simulateur, mais pas non plus très précis. Ça reste... Il y a un style de graphisme un peu cartoon. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... C'est pas non plus extrêmement réaliste, mais il faut construire sa fusée et faire des projets de vols spatiaux jusqu'aux planètes les plus lointaines, quoi. Donc il y a une partie simulation et en même temps ça reste accessible. Mais il faut aimer quand même cet univers-là, quoi. Voilà. Et du coup, pourquoi ces jeux en particulier Alors j'aime en fait tout ce qui est large, c'est-à-dire tout ce qui est open world, monde ouvert en français. C'est vraiment les trucs qui me passionnent en général le plus, même s'il y a des exceptions, il y a certains jeux qui correspondent pas, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je vais être vraiment très attiré par ce type de jeu-là. Donc les plus connus, par exemple il y a GTA aussi, avec une très grande map, un monde à explorer. Et en général c'est ces jeux-là, parce que vraiment on s'y perd, on explore pendant des heures et des heures à la recherche de secrets ou de trucs à faire. Et c'est vrai que c'est ces jeux-là qui m'attirent souvent le plus. Et un peu les simulations. En général, simulation de construction de fusées, simulation même simulation de ville. Et les Sims, c'est un truc que j'aime bien aussi de temps en temps. Donc ce genre-là de jeu. Mais après, à une époque aussi, j'aimais bien tout ce qui était puzzle, jeux de puzzle, d'énigmes à faire. Voilà. Et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi précisément ce genre de style de jeu t'anime ou te parle ou justement, comme je dis, le fait de se perdre dedans, parce qu'on a l'impression vraiment que le truc est infini un peu. Enfin, il y a vraiment quand il y a des mondes vraiment très grands et que t'as l'impression d'avoir plein de choses à faire et tout, voilà, je sais pas, c'est un truc qui me stimule moi en tout cas. Parce que je pense que c'est aussi un peu pour compenser le fait que j'aime voyager, mais que ça me demande un effort et que du coup je voyage très peu. Donc j'essaie de voyager dans des maps énormes comme dans ces jeux-là, quoi. Ok. Est-ce que tu connais des représentations, soit de toi, ton fonctionnement, ou alors de la neurodiversité en général dans les jeux vidéo ? Non, j'ai entendu dire que Max Caulfield dans Life is Strange était considéré comme un personnage avec des traits autistiques. Et donc j'ai un peu réfléchi sur la question et c'est vrai que peut-être que je me reconnais un peu en elle. Peut-être un peu son côté réservé. Enfin, c'est pas quelqu'un comme sa copine Chloé, c'est pas quelqu'un de très excentrique, quoi. Et puis elle a son intérêt spécifique qui est la photographie. Enfin, je sais pas si vous connaissez Life is Strange, en fait. Si, oui, moi j'ai adoré Life is Strange. Donc honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnages
culte ou connu qui est des traits autistiques ou des particularités qui évoquent la neurodiversité. Mais c'est vrai que la question est intéressante parce que justement, il y a très récemment, là, j'ai appris qu'il y avait ce genre d'analyse, quoi, que Max Caulfield, c'était sans doute un personnage autiste. Mais après, en dehors d'elle, non, je vois pas. Du coup, est-ce que tu te sens représenté à travers ce média, donc qui est le jeu vidéo, avec même cet exemple que vous venez de dire, ou pas du tout finalement? Non, pas tellement. Après, j'aime bien justement essayer de me mettre dans la peau d'un autre personnage, puisque ça sert à ça aussi le jeu vidéo. Mais c'est vrai que peut-être que ce serait intéressant de créer plus de jeux autour de ce thème. Alors je sais pas si c'est une démarche honnête de leur part, de la part des éditeurs, mais bon, déjà ces dernières années, il y a eu beaucoup de tentatives d'inclusivité avec les personnes qui ont des handicaps, que ce soit moteur ou neurologiques. Je sais que, pas forcément dans le scénario, mais dans le gameplay, dans la façon de jouer au jeu, il y a de plus en plus d'options d'accessibilité. Par exemple, mettre, moi ce que j'utilise, parce que c'est vrai que j'ai pas dit non plus, mais j'ai une forte myopie, donc j'ai souvent besoin d'un texte bien gros. Il y a pas mal d'options d'accessibilité comme ça, comme agrandir le texte. Pour les daltoniens, il y a un mode daltonien. Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des mains ou des doigts, il y a des options aussi pour avoir à moins appuyer sur les boutons. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Après, en ce qui concerne les personnages, il y a d'autres minorités, malheureusement, qui ont aussi besoin d'être représentées. Les minorités racisées, les personnes noires, les personnes LGBT, qui ont aussi besoin de leur représentation à elles. Et là-dessus, j'ai l'impression que ça avance. Pour le handicap, c'est peut-être encore un peu plus timide. Mais je pense que d'ici quelques années, il y a moyen qu'on trouve plus de personnages avec des caractéristiques comme les nôtres. Je voulais vous dire, concernant ce que vous voulez me dire sur la communauté LGBT, oui. Je pense que vous avez sûrement dû voir que malheureusement, oui, c'est mis en avant, c'est super, c'est retravaillé, c'est une volonté de tous d'être représentés, mais c'est aussi quelque chose qui est très souvent mal fait, malgré ces changements. Déjà juste la place de femmes, vous savez, dans les jeux vidéo, par exemple dans les let's play et ce genre de choses. C'est vrai que souvent elles se font insulter par les gens qui y jouent ou juste qui sont un peu spectateurs de ça. Pendant quelques années, j'ai suivi justement des streamers sur Twitch, des streameuses en particulier. Donc j'ai beaucoup appris avec elles. Il y en a maintenant qui font des émissions sur Arte et qui parlent directement du jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez ces personnes-là, mais il y a Queen Apple par exemple qui fait maintenant des émissions sur Arte, et parmi son cercle d'amis, il y a des gens comme Maudie aussi, ces personnes-là qui font des trucs sur Arte, qui parlent du jeu vidéo, qui parlent de plein de choses, de plein de thématiques. Ces gens-là, je les ai suivis pendant pas mal de temps, donc j'ai été un peu sensibilisé à ces causes-là. Il y a une personne aussi qui en parle beaucoup, qui fait beaucoup de sensibilisation de manière parfois un peu vénère, mais qui est très intéressante, c'est Nathalie, la streameuse Nathalie, que je vous conseille. Elle est dyslexique, si mes souvenirs sont bons, et elle est très très féministe, donc... Trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, justement, tu nous parles du monde du streaming et des joueurs qui se montrent, on va dire. Est-ce que dans ce milieu-là, tu as l'impression d'avoir des représentations aussi de ta neurodiversité ou ce genre de choses? Dans les streamers, pas beaucoup. Si, il y a une personne que je viens de vous citer, Queen Apple, il me semble qu'elle a aussi un handicap, une maladie un peu handicapante, dont j'ai totalement oublié le nom. Il me semble que j'ai croisé parfois quelques streamers avec autisme, mais soit ils en parlent pas tout le temps, soit je soupçonne qu'ils ont un trouble autistique, mais ils en parlent pas, ou ils sont peut-être pas diagnostiqués non plus. Donc c'est vrai que niveau streamer, là encore, j'ai pas trouvé grand monde non plus, mais bon, il y en a. On va dire qu'il y en a que j'ai soupçonné être autiste, mais bon, quand on s'intéresse maintenant de près à la question, c'est vrai qu'on a tendance à diagnostiquer les gens un peu trop facilement après.
Et je voudrais juste revenir rapidement sur aussi quelque chose dont tu as parlé, d'inclure des personnages et que ce soit, justement, tu parlais de femmes ou de LGBT ou de personnes racisées et tout ça. Est-ce que tu penses que la solution, ça serait de potentiellement engager plus de créateurs qui font partie de ces cercles-là, que ça pourrait aider à avoir plus de représentation? J'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire. Après, est-ce que c'est honnête, encore une fois? Est-ce que la démarche est honnête? Est-ce que c'est pas juste de l'opportunisme? Parce que il faut faire quand même rentrer de l'argent. C'est une industrie, c'est celle qui a rapporté le plus dans le monde en 2000, dans ces dernières années en tout cas. Ça engrange plus d'argent que le cinéma. Donc le jeu vidéo, c'est quand même un énorme business. Donc oui, vous parliez en effet d'une communauté qui est quand même majoritairement des hommes. Et après, on peut préciser hommes hétérosexuels. Et c'est vrai que du coup, il y a ces questions d'acceptation justement de cette partie-là, puisqu'il y a parfois des campagnes de dénigrement d'un jeu vidéo parce que dans un jeu vidéo en particulier, il y a un personnage noir, lesbien, enfin je sais pas, mais voilà, ce genre de minorité. C'est arrivé très récemment avec un jeu dont je n'ai plus le nom en tête, et ils expliquaient que parce qu'il y avait eu une relation, parce qu'il y avait eu un bisou avec une femme, entre deux femmes, il y avait eu une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux et sur les sites de notation de jeux vidéo où ils avaient fait exprès de descendre la note, justement, tous ces gens intolérants. Du coup, pour vous dire, moi j'ai vu ça. Du coup, j'ai été informée comme ça par les réseaux sociaux. Et c'est pour revenir juste brièvement sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est encore une fois cette place de la femme et encore plus du coup de la communauté LGBT qui pose vraiment un problème. Et c'est vraiment ce que vous venez de dire, de pointer, on va dire, c'est principalement en fait, si ce n'est pas que des personnes, des hommes hétérosexuels en fait. Et comme vous dites, ce serait vraiment génial de pouvoir changer ça et... je pense que quand on fait partie d'une minorité soi-même, qui est assez invisibilisée, je pense qu'on a de la considération justement pour les autres minorités, celles qui justement... En plus, des fois, on est aussi soi-même LGBT ou racisé. Donc en fait, parfois, on cumule, si je puis dire. Donc forcément, on est intéressé à ces questions-là. Et c'est quelque chose auquel moi, je suis attaché, oui. Ok, merci. Par rapport au sujet du jeu de rôle, tu en as un peu parlé brièvement tout à l'heure, mais en effet, donc c'est une activité qu'on fait majoritairement à plusieurs. Et du coup, est-ce que... tu nous as dit déjà que c'était donc quelque chose qui peut mettre plus un frein pour toi que le jeu vidéo. Mais est-ce que, par exemple, tu penses que ça pourrait aussi, à l'inverse, t'aider si t'étais justement pas avec des personnes inconnues ou quoi? Oui, comme je vous ai dit, si j'arrive à trouver les bonnes adaptations, si les personnes avec qui je joue sont patientes, sont concernées par les mêmes problématiques que les miennes, le jeu de rôle, moi, de toute façon, ça m'a très souvent attiré. Donc oui, voilà, c'est juste, il y a quelques freins. Après, je me suis jeté dans la gueule du loup aussi l'autre fois avec l'association. C'est-à-dire que je suis arrivé avec des gens que j'avais jamais vus, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Voilà. Et est-ce que du coup, pendant cette expérience-là, ton fonctionnement, il a été... comment il s'est exprimé? Est-ce qu'il s'est exprimé ou est-ce que justement à l'inverse tu t'es... Non, en général je masque beaucoup et ça me demande justement beaucoup d'énergie. Donc à la fois il y avait à la fois le fait de devoir masquer, le fait de devoir me concentrer sur la partie, sur l'histoire, sur mon personnage pour rester RP comme disent les pros. Du coup c'était très fatigant, oui, au bout d'un moment. Donc non, j'avais absolument pas mentionné le fait que j'étais autiste, le fait que j'allais être... Si, il me semble que j'avais dit que je leur avais demandé combien de temps ça allait durer parce que j'allais vite ressentir de la fatigue, mais c'est tout. Je voulais savoir du coup, donc votre autisme, est-ce que ça s'est quand même exprimé à travers votre jeu, du coup, quand vous avez participé
à ce jeu de rôle? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire avoir fait une crise ou... Oui, ou juste dans votre manière de jouer en fait. Avec cette particularité que vous avez, est-ce que ça a influencé votre jeu ou pas du tout? J'ai vite montré des limites d'imagination en fait. Parfois je bloquais. C'est vrai que en fait il s'attendait à ce que j'avance, quoi, enfin à ce que je trouve des choses à faire, et parfois c'est vrai que je commençais à bloquer. Il y avait une personne qui me disait ah ben là tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et pas de manière méchante, hein, mais voilà, qui me disait ben tiens là, vu que t'as ce pouvoir-là, ben, tu pourrais faire ci, faire ça. Donc si, c'est vrai que j'ai vite montré des signes de faiblesse, entre guillemets, où j'ai vite manqué d'imagination, oui. Après, j'ai pas fait de crise en particulier parce que ça s'exprime très rarement. Je dis souvent que je suis une éponge, c'est-à-dire que j'absorbe tout et après ça me vide, quoi, comme une batterie défectueuse, quoi. Eh ben, je sais pas si tu sais, mais il y a des professionnels de la santé, surtout mentale, donc des psychologues et des psychothérapeutes, qui, surtout en Suisse, qui ont créé un sorte de programme thérapeutique avec le jeu de rôle comme outil de thérapie. Et donc qui font des sessions avec en général un et plusieurs maîtres du jeu, un psychologue qui suit certains patients à qui il a conseillé, et donc des patients jeunes qui viennent jouer à cette session de jeu de rôle dans un usage donc de thérapie. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, d'utiliser le jeu de rôle comme une thérapie? Je pense que ça peut aider, parce que j'ai remarqué aussi que j'avais tendance à avoir des difficultés même si j'aime bien ça, à me mettre dans la peau d'un personnage avec des caractéristiques un peu trop différentes des miennes, quoi, ou éloignées des miennes, quoi. Par exemple, une personne très excentrique, très excitée, je sais pas, un peu l'opposé de moi, quoi. Bah forcément, ça va être très difficile pour moi. Donc c'est vrai que j'ai tendance à bloquer sur moi mes propres caractéristiques, quoi, sur ma propre personnalité. Et dès que je vais devoir jouer un personnage qui va être vraiment très différent de moi, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc peut-être que ça peut aider à ça, justement. En plus, chez certaines personnes autistes, il y a la difficulté à analyser les émotions. Donc peut-être que ça peut aider à ça aussi, je ne sais pas. Est-ce que du coup, par exemple, dans ton personnage que tu avais créé pendant ta session, est-ce que tu vas avoir envie, par exemple, de lui donner quelque chose qui est proche de toi et de tes particularités, de ton fonctionnement? Oui, là, bon, en l'occurrence, il y avait des personnages déjà préétablis, quoi. Enfin, il y avait des fiches, etc. Donc, je pense qu'il fallait éviter de trop s'éloigner du jeu qui était écrit comme tel. Et en plus, forcément, le maître du jeu, il vous connaît pas, et vous arrivez, bon, il a déjà préparé un peu son scénario, etc. Mais moi, c'était la première fois que je venais. Enfin bon, j'allais pas commencer à imposer des choses. Enfin, en tout cas, je me sentais pas à l'aise pour ça. Donc, oui, honnêtement, si je pouvais essayer à chaque fois de faire des personnages que j'arrive à tenir sur la durée, quoi, que je m'éparpille pas, et que j'essaie pas de faire d'éteindre. Il faut que ça reste assez proche de moi, sinon c'est vrai que je me perds. Moi, je sais que je joue pas mal aux jeux de rôle, c'est une de mes passions. Et je sais que avant, j'essayais de faire des personnages très loin de moi pour justement me dire que je pouvais le faire aussi. Et à l'inverse, non, ça marche pas trop. Ouais. Et à l'inverse, récemment, j'essaye plus de faire des personnages qui ont des caractéristiques ou des traits de personnalité qui me ressemblent, que j'accentue, un peu dans l'idée de, je sais pas si tu vois, mais de justement d'apprendre et de tester des choses dans un cadre plus imaginaire et moins concret. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi les jeux avec des choix aussi que j'aime beaucoup, parce que justement les choix n'ont pas d'impact dans la vie réelle, quoi. Et ça permet de les tester. Enfin, je trouve ça toujours très stimulant. Pour le coup, j'aurai quelques exemples de jeux qui m'ont marqué, qui ont ce genre de concept, quoi, de gameplay. Il y a par exemple les jeux Telltale,
si vous voyez, comme The Walking Dead, la série The Walking Dead, où les choix influencent. Bon, après, j'ai appris que ça influençait pas tant que ça l'histoire, mais bon, il y a quand même l'illusion, alors c'est cool. Récemment, j'ai découvert les jeux de ce développeur qui a fait Until Dawn, et j'ai découvert The Quarry en particulier, et ça, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu. Parce que là, vraiment, c'est-à-dire que si vous faites le mauvais choix, il y a vraiment un personnage qui meurt et il y a une infinité d'embranchements possibles dans le scénario. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une infinité. Après, évidemment, tous les jeux ont une limite, mais celui-là, vraiment, sur votre première partie, ça vous donne vraiment la sensation que tout est possible, quoi. Donc, j'adore ce genre de jeu aussi. Tu nous as parlé aussi de Life is Strange tout à l'heure. Je sais pas si tu connais ou si tu as joué, mais le dernier Life is Strange... J'ai fait que le premier, ouais, en fait. Ouais. Mais le dernier, le personnage principal, il a du mal à gérer cette émotion. Ouais. Et justement, son pouvoir, c'est de pouvoir, entre guillemets, manipuler ses émotions à lui. Ah, d'accord. Et celles des autres pour les faire baisser ou augmenter, ou voilà. Et en tout cas, si tu connais pas trop, je sais qu'il y a des gens qui l'ont moins aimé que le premier, parce que le premier est incroyable. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait, je le conseille. Il y a aussi un peu une partie jeu de rôle dedans qui est très sympa. Ok. On a à peu près fini. Il y a juste 3 questions de fin. Ok. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose et auquel tu veux répondre maintenant, si tu veux? Si, peut-être le regard des autres autour de moi. Qu'est-ce qu'ils pensent justement du fait que je joue beaucoup? Quel a été le rapport avec les autres par rapport aux jeux vidéo? Ce genre de choses. Et est-ce que tu veux répondre à cette question? C'est assez moyen quand même. Alors c'est vrai qu'à mon époque, collège, lycée, mes copains de l'époque, que je soupçonne aussi d'être neuroatypiques, ils se cachaient un peu. Je me rappelle d'un pote qui, pour pas dire Pokémon, il disait un autre nom. Je sais plus ce qu'il disait, mais bon, voilà. Parce qu'il y a certains jeux qui sont très connotés. Donc c'est vrai que parfois ils avaient un peu honte d'en parler. Justement les Pokémon. Peut-être que c'était, je sais pas, connoté un peu bébé ou je sais pas. Donc le regard des autres, il est rarement positif, sauf entre potes ou entre personnes justement entre personnes neuroatypiques. C'est beaucoup plus bienveillant déjà la façon dont on en parle, parce que souvent on réalise qu'on est tous un peu on fait tous un peu la même chose, on se réfugie souvent là-dedans, quoi. Ma mère, ça a toujours été évidemment un regard, c'est une personne d'une génération plus ancienne, donc elle aime pas ça, enfin elle aime pas que je m'y abrutisse, c'est le mot qu'elle employait souvent, que je m'y abrutisse dessus. Quoique encore à certaines époques ça lui arrivait de jouer, donc bon, c'est toujours un peu plus complexe que ça, forcément. Mais après, c'est vrai que y a souvent un regard qui est porté sur le jeu vidéo, et suivant le type de personne, ça va être différent. C'est-à-dire que, donc je vous disais que à l'école, enfin au collège, lycée, on pouvait parler de jeux vidéo. Parfois, il y en avait qui me racontaient vraiment leur partie en détail. Je me souviens d'un en particulier qui adore l'histoire et les jeux de stratégie de type Europa Universalis, et qui me racontait en détail ses parties, qui pouvait faire ça pendant 1 heure sans s'arrêter. Et moi, j'étais souvent méga gêné, parce que les gens autour de nous, parfois, ils nous regardaient d'un air moqueur et tout ça. Et c'est vrai que j'étais souvent gêné. Et puis, il y a il y a une dimension un peu particulière aussi, j'ai l'impression. C'est que dans les gens non geeks, chez les jeunes, les gens non geeks, ils jouent quand même à certains jeux vidéo, mais ça va être souvent certains types de jeux vidéo, genre par exemple les jeux de foot. Pour les mecs un peu masculins, un peu sportifs, ils vont jouer, mais souvent ça va être PlayStation, FIFA. Mais souvent, vous voyez de quel type de gens je veux parler. Les gens un peu masculins, un peu... et voilà, ça va être certains types de jeux. Ça va être FIFA. Et puis Call of aussi. Comme ils aiment dire. Call of. Call of Duty à fond. Les jeux de guerre. Que les personnes neurotypiques... Bon, il y a sans doute des personnes neurotypiques qui jouent à Call of ou à FIFA. Mais ça va être... C'est vrai que ça va être souvent plus quand même des trucs RPG, simulation,
comme on aurait dit à une autre époque, des japonaiseries, donc des jeux japonais qui ont l'air vraiment, pour la plupart des gens, qui ont l'air chiants ou qui ont l'air... voilà. Donc c'est souvent connoté négativement certains types de jeux. Mais après, je fais des théories qui sont les miennes. Après, c'est pas forcément... Est-ce que du coup, j'imagine qu'un de ces refuges, quand c'est décrié comme quelque chose qui est abrutissant ou négatif, c'est pas forcément facile à vivre. Oui, alors en plus, moi, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu. C'est que avec ma vue, ma mère m'a souvent rabâché que c'était pas bon pour ma vue, aussi pas bon pour mes yeux. Et bon, elle a pas complètement tort, cela dit, parce que la lumière bleue des écrans, c'est pas bon pour les yeux. Mais bon, maintenant il y a des solutions comme les filtres de lumière. Enfin, ça rend votre écran tout orange, mais c'est quand même, ça fait du bien aux yeux, ouais, j'ai remarqué. Et bon, ça reste encore à déterminer parce qu'il y a aussi la science qui avance sur ces questions-là. Mais quel est l'impact réel sur les yeux? Est-ce que ça favorise le vieillissement des yeux? Est-ce que ça... Là, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, moi, quand j'étais tout petit, les personnes qui me suivaient à l'hôpital Pellegrin pour la vue, pour la myopie, ils disaient que c'était pas gênant, pour le coup. Ils disaient que je jouais déjà aux jeux vidéo, j'étais déjà sur certains écrans, mais eux en tout cas ne disaient pas que c'était grave pour les yeux. Peut-être que maintenant la science a avancé et peut-être qu'ils vont pas dire la même chose, je sais pas. D'ailleurs, j'ai une question. J'ai lu ça en faisant des recherches, que y avait pas mal de gens qui pensent que les jeux vidéo peuvent créer de la neuroatypie, justement. Ah oui, ça c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que j'en pense? De la neuroatypie ou alors des comportements violents, que ça contribue par exemple à de la violence urbaine. On a vu ça, enfin on a entendu ça notamment de la bouche même de notre... empereur, empereur même. Que les émeutes urbaines suite au décès d'un jeune, c'était à cause des jeux vidéo. Non, je sais plus si c'est lui ou si c'était un ministre, mais bref, ça revient au même. Là encore, j'ai pas énormément de réponses à donner. C'est vrai que ça, au bout d'un moment, j'ai pu parfois jouer pendant vraiment des heures entières. Au bout d'un moment, vous êtes un peu nerveux. Moi, par exemple, des fois, quand je jouais jusqu'à tard, ça m'empêchait vraiment de dormir parce que ça me rendait nerveux. Après, de là à me donner envie de taper sur quelqu'un, non. Mais c'est vrai que ça me rendait nerveux et parfois, ça m'a empêché de bien dormir. Voilà. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a quand même des impacts pas terribles. Le but est de trouver des solutions pour se modérer. Je pense qu'on est assez intelligent de toute façon pour comprendre que les écrans, ça reste quand même problématique à certains égards, quoi. On sait très bien que le sommeil est pas tout à fait le même quand on joue jusqu'à minuit. On dort pas pareil, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, déjà que j'ai un sommeil pas très réparateur la plupart du temps, ça m'aide pas. Mais après, ça dépend peut-être des personnes aussi, je sais pas. Je suis tout à fait d'accord. Il y a juste un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, donc je partage, que il y a des professionnels qui ont créé un jeu vidéo à but donc d'études qui était fait justement pour voir si c'était possible de réguler les comportements violents chez les jeunes. D'accord. Et les études ont été, en tout cas sur cette étude-là, ont été plutôt positives. Et en gros, c'était un jeu où il fallait repousser des attaques de vaisseaux qui te tirent dessus. Ouais. Et en fait, ça fonctionne avec tes battements du cœur. Ah et ouais, donc, okay. En gros, si tu dépasses un certain seuil de calme ou de pas calme, du coup, en l'occurrence, tu pouvais plus faire d'action.
et donc t'étais bloqué. Donc le but c'était de se réguler et de contrôler ses émotions. Et les résultats, ils ont été plutôt positifs. Il y a eu beaucoup d'améliorations de ces jeunes-là qui avaient un comportement plutôt turbulent ou violent. Oui, mais parce que c'est pas les jeux vidéo qui ont créé ce comportement turbulent. Oui. C'est qu'ils avaient déjà peut-être des troubles de la personnalité. Oui, bien sûr. Qui étaient dus à d'autres facteurs. Mais les jeux vidéo en eux-mêmes ne peuvent peut-être favoriser quelque chose qui est déjà installé. Mais ça crée pas de la violence. Ça crée pas... Tout à fait. Et du coup, pour finir, je voulais savoir si pour toi, en gros, qu'est-ce qui est important à retenir du sujet qu'on vient d'évoquer, donc c'est-à-dire des jeux vidéo et du jeu de rôle. Qu'est-ce qui est le plus important à partager à nos auditeurs et auditrices ? Je pense que, comme je disais, les jeux vidéo, c'est... Déjà, il faut sortir des préjugés. Il y a beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi difficiles à réguler. C'est-à-dire que je pense que si vous connaissez une personne neurotypique autour de vous, il y aura énormément de chances qu'il se réfugie souvent dans les jeux vidéo pour pallier à certaines problématiques, certaines difficultés qu'il rencontre dans sa vie sociale, etc. Il faut juste accepter que c'est une solution de repli pour certaines personnes. Après, ça va pas changer drastiquement sa vie, mais au moins il aura cette bulle-là ou cette bulle-là. Et après, il y a quand même aussi des points négatifs et il faut dire aux personnes que vous connaissez qu'il faut pas jouer trop tard, par exemple, que c'est quand même pas une bonne idée, quoi. Que faut qu'ils fassent quand même attention. Le sommeil, c'est très important. Et c'est une personne qui a de l'apnée du sommeil qui vous dit ça, parce que j'ai pu me rendre compte que quand on n'a jamais vraiment un sommeil réparateur, quand on a tendance à se réveiller la nuit, et franchement, ça pourrit la vie. Ça pourrit vraiment la vie sur plein d'aspects, quoi. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre épisode « Un échappatoire à la réalité ». Pour poursuivre notre enquête, retrouvez-nous dans « Recherche de soi ».